à tous. Coup de projecteur à nouveau sur l'Égypte dans Église du Monde. L'Égypte qui vit des étapes politiques importantes. Après l'adoption d'une nouvelle constitution en janvier par référendum, les Égyptiens seront à nouveau appelés aux urnes en avril pour élire leur futur président. Le nouvel homme fort du pays, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, est donné favori, même s'il n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Alors, quels sont les enjeux de ce scrutin? Et puis, quel est aussi le climat religieux 6 mois après la série d'attaques ayant visé des églises à travers le pays? Eh bien, décryptage sur toutes ces questions avec notre invité, Monseigneur Michel Chafik. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Vous êtes recteur de la mission copte catholique à Paris. Alors, il se passe beaucoup de choses en Égypte. Nous en avons parlé, nous, ici même, sur ce plateau, au mois de septembre, avec le père Samir Khalil. Et on revient un petit peu sur les derniers événements. Il faut préciser que le gouvernement a changé il y a quelques jours. Il semblerait aussi que la colère sociale gronde toujours avec des grèves qui se multiplient dans le secteur public. Les salariés revendiquent une augmentation de salaire. Et aussi à l'heure où nous enregistrons cette émission, eh bien, les transports publics du Caire ne fonctionnent plus. Dites-nous un petit peu quel est le climat, la situation en Égypte en ce moment. Bon, actuellement, la situation n'est pas tellement claire, même pour les Égyptiens. Parce qu'il y a des ouvriers et surtout de quelques usines, et surtout de Mahal al-Kobra, des textiles, sont sortis pour demander l'augmentation de leur salaire. Et derrière eux, il y a aussi quelques médecins, quelques pharmaciens, il y a la poste aussi. Quelquefois, ils ont dit quelques commissariats de police. Et donc, ils demandent, avec l'inflation de prix qui vraiment, la vie est devenue très chère, ils demandent quelques augmentations de salaire qui étaient fixées avec l'ancien gouvernement de M. Bablaoui, qui a démissionné il y a même une dizaine de jours. C'était fixé 1200 livres par mois. C'est l'équivalent en euros? L'équivalent, c'est presque 125 € par mois. D'accord. Mais avec l'inflation et avec les caisses qui est un peu vide aujourd'hui parce que bon, l'économie n'est pas tellement stable avec l'instabilité de la vie politique, ce n'était pas réalisé. Alors, c'est pour cela que les gens maintenant se manifestent et ils demandent d'avoir aussi quelques augmentations. Donc, un climat social encore fragile. C'est tellement fragile, c'est comme toute la situation. Hein. C'est la situation d'Égypte aujourd'hui, et c'est une situation tellement fragile. Pour vous, la révolution, elle est toujours en marche? Ah oui, oui, c'est toujours, il y a toujours, on ne recule plus. C'est ça, ça se voit, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, précisément? Précisément, on ne revient pas vers le passé. Avant, il y avait l'interdiction de se manifester. Aujourd'hui, on manifeste, on parle, on dit. La parole s'est libérée. La parole s'est libérée, le média parle, le gouvernement, mais il y a l'instabilité politique ne donne pas aussi la stabilité économique. Pour l'instant, ces grandes questions-là sont demeurées sans réponse. En tout cas, à un mois de la présidentielle, eh bien, c'est le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis le renversement par l'armée du président Morsi en juillet dernier. C'est lui qui est donné favori, même s'il n'a pas encore donné sa candidature officielle. Alors, à l'occasion de son passage à Paris, nous avons demandé à Ali El-Saman, ancien conseiller du président Sadat, ce qu'il pensait du nouvel homme fort du pays. Écoutez sa réponse. Lorsqu'un homme a une foi profonde, ça me rassure. C'est son cas. Mais discrètement, il est profondément croyant, sans l'ombre d'un fanatisme. Et ça, c'est important. Et après, ses sentiments envers le peuple égyptien, qui l'a dit un des rares discours qu'il a fait, je sais que vous avez souffert beaucoup. Et il est temps qu'on répond à vos inspirations. Je suis en contact avec quelques gens quand même autour de lui. Étonnant la modestie que cet homme a. Vous savez,
dans une hiérarchie d'armée, il y a tous les grades. Lorsqu'il voit un adjudant, il se rappelle de son nom et qu'il l'a rencontré dans les services. Comment va Mohamed? Comment va maintenant vos affaires? C'est mieux? Vous êtes bien? Il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème. Enfin, la modestie dans les relations humaines, c'est une chose extrêmement importante lorsque vous gouvernez un pays. Alors, le maréchal Al-Sisi semble bénéficier d'une grande popularité auprès des Égyptiens. Comment est-ce que vous l'expliquez? De ma part, selon l'expérience, quand il y a des périodes critiques, les gens et le peuple cherchent quelqu'un charismatique. C'est son cas? C'est son cas. C'est-à-dire maintenant, il y a toute la puissance populaire, mais il n'a pas une baguette magique. Aujourd'hui, tout est changé en Égypte. C'est un homme modeste, c'est un homme bien éduqué. L'Égypte cherche un homme désintéressé, un homme œuvrant pour l'unité du peuple, un homme qui essaye de réconcilier le peuple qui était divisé, et aussi un homme intègre et un homme honnête. Et je crois les gens ont trouvé dans le maréchal Sisi l'homme qui ont besoin. Donc, c'est un espoir. Il est porteur de beaucoup d'espoir, mais pour autant, vous le dites bien, il n'a pas de baguette magique. Alors, les chantiers semblent immenses pour redresser le pays. Il faut commencer par quoi? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la situation sociale? D'abord, commencer par la sécurité. Faire? La sécurité, c'est il faut résoudre le problème de la sécurité. D'accord. Après tout ça, après la sécurité, on va résoudre le reste des problèmes. N'oubliez pas que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le problème du gouvernement qui a démissionné. Ce sont des problèmes très anciens. C'était l'héritage de Moubarak. Et l'éducation, l'économie, et aussi les infrastructures qui aucun entretien, le train qui font des accidents, et on a vu combien des accidents de train et combien de victimes. On a vu aussi dans l'éducation, aussi dans la santé. Tout ça, c'est un héritage ancien. Et il faut avoir un peu de patience. Et aussi l'unité ensemble, de travailler ensemble. C'est-à-dire Pardon? Quand vous dites travailler ensemble... C'est-à-dire les opposants avec ceux qui ont la coalition avec le gouvernement. Parce que le peuple est déchiré, est divisé aujourd'hui. Donc il faut trouver... Qu'est-ce que c'est cette division? C'est une division de quel ordre, en fait? Dites-nous un petit peu précisément. C'est-à-dire la division entre ceux qui sont avec et ceux qui sont contre. On ne peut pas mettre une partie du peuple à côté. Donc on a besoin de quelqu'un qui rassemble. Quelqu'un qui fait la réconciliation entre les opposants et entre ceux qui sont avec. Et ensuite, il faut qu'on travaille tous ensemble pour aider et pour développer le pays. Alors vous évoquiez les opposants. Derrière ce mot, est-ce que vous parlez des frères musulmans qui ne sont plus au pouvoir et qui d'ailleurs sont considérés maintenant comme une organisation terroriste? Ils sont quand même encore une force d'influence dans la société égyptienne? Moi, je peux vous dire exactement, tout ce qui se passe en Égypte dépasse très largement la puissance des frères musulmans. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi 2 pays étrangers qui tirent les ficelles. Lesquels? Pour déstabiliser les pays. Mais vous savez, c'est-à-dire il y a maintenant la force de tous les pays de Golfe, sont le Qatar, l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant les frères musulmans eux-mêmes. Ils ne sont plus au pouvoir. Ils ont été considérés comme une organisation terroriste, je le disais. Est-ce qu'ils sont hors d'action ou est-ce qu'ils infiltrent encore la société? Non, on ne peut pas parce qu'on a arrêté le chef ou les têtes de la confrérie que le frère musulman ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les frères musulmans, ils se sont infiltrés dans toute la société. Même dans la police,
il y a de membres de frères musulmans. Partout, il y a de membres de frères musulmans. Et imaginez, 83 ans, ils ont structuré tout, ils ont organisé tout, ils sont rentrés en tout. Mais malgré tout ça, le peuple se réveillait. Aujourd'hui, les Égyptiens n'acceptent jamais un État religieux. C'est ça le grand changement voilà. que l'on peut observer depuis ces dernières années. Alors on va évoquer à présent, Monseigneur, la situation des chrétiens. On se souvient bien sûr des attaques d'églises coptes sous l'impulsion des frères musulmans survenus en août dernier. Nous en avions parlé ici sur ce plateau. 6 mois plus tard, comment les chrétiens se relèvent? Eh bien, je vous propose de voir ces images étonnantes. Elles ont été tournées à Minya, en Moyenne-Égypte, dans l'église Saint-Théodore, incendiée par les islamistes alors qu'elle venait d'être rénovée. Et au milieu des ruines de leur église, les jeunes chrétiens chantent leur confiance en le Christ. On regarde. وسلام للكون وسماح من وسط دموع القلب ورمض وتراب وجراح جايين برسالة حب وسلام للكون وسماح قلبنا مجروح ولكنه بيصلي لرب قدير واثقين في إرادته إنه بيجهز لينا الخير قلبنا مجروح ولكنه بيصلي لرب قدير Est-ce que la foi des Coptes, pour vous, elle est renforcée par l'épreuve? Ah, la foi de Coptes, ah oui, oui, c'est une foi très solide, très, très forte. Dont on a à apprendre peut-être nous ici. Personne ne peut empêcher un Égyptien de prier. On a une foi, on dit de charbonnier, voilà, mais très solide. On a toujours l'espérance qui remplit nos cœurs, nos églises. Pendant la période les terroristes qui ont mis le feu dans toutes les églises, tout de suite, c'est-à-dire une centaine d'églises, des hôtels de commerce. Et les gens ont dit quelque chose en arabe, c'est jeu de mots, hasalli mahma hasalli. C'est-à-dire, je prie malgré tout ce qui m'est arrive. Donc, personne ne peut empêcher un Égyptien de prier. Voilà, on a beau attaquer son église, son commerce, sa maison. On prie dans la maison, on prie dans le cœur, on prie dans la rue. Voilà, donc le sanctuaire qui était brûlé, ce sont des pierres de bois. Mais le cœur était brûlé de la foi. C'est comme l'encensoir qui tient le feu pour faire monter l'encens vers le Seigneur. Et c'est ça. Pour nous, c'est un pays qui a connu la persécution. On a un calendrier qui s'appelle calendrier de martyrs. Donc, on paye très cher le prix. Il faut payer le prix. Et pour avoir la liberté, pour avoir aussi la vie, pour avoir la chrétienté en Égypte, il y a toujours de prix à payer. Et ce sont les victimes, ce sont les jeunes, ce sont les hommes et les femmes. Et aussi, le bâtiment, ce n'est pas grave. Le bâtiment, l'iconostas, tout ça, c'est pas grave. Et je crois que le pape Tawadros a dit un mot remarquable. Le patriarche copte voilà, orthodoxe. Patriarche copte orthodoxe, qui est venu après le pape Shenouda, qui a un esprit tellement ouvert. Il a dit, on offre tout ça comme une offrande pour l'Égypte. Offrande. Et c'est ça qui est beau. Comme dans l'Ancien Testament, c'est le feu qui vient avaler l'offrande. C'est exactement le feu de terrorisme n'éteint pas la foi d'un Égyptien. Et le gouvernement avait promis d'aider à la reconstruction des églises. Pour l'instant, tout ça est resté à l'état de projet. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est même tout le comité de 50 qui ont rédigé la Constitution, ils ont mis une loi en disant que le référendum sur la Constitution se termine et le commencement du Parlement,
il faut voter une loi pour restaurer et reconstruire l'église qui était brûlée, qui était détruite. Alors vous évoquiez à l'instant le pape Tawadros, patriarche copte orthodoxe, et qui est un grand acteur du dialogue interreligieux, comme nous l'explique Ali El-Saman. Sa sainteté Tawadros, qui a suivi le regretté et l'homme avec qui j'étais très lié, Shenouda III, ils ont parfaitement compris l'enjeu des frères musulmans et la politique de la provocation. Donc, ils ont compris dans le sens, ils ne répondent jamais à leur jeu. Ils ont dit, nous savons ce qu'ils veulent, que nous serons en conflit, en confrontation avec les musulmans. Et ça, jamais. Voilà, et précisons qu'Ali El-Saman était à Paris ces jours-ci à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Fenêtre sur le ciel, paru aux éditions DDB. Quel est le climat religieux aujourd'hui, Monseigneur, entre chrétiens et musulmans en particulier? Bon, le climat n'est pas tellement effacé, c'est-à-dire n'est pas tellement facile. Bon, ça prend du temps. Il faut avoir beaucoup de patience pour revenir vers l'unité nationale. Aujourd'hui, les jeunes de Tahrir et les hommes et les femmes, tous maintenant, ils ont mis la main dans la main. On l'a vu lors des manifestations chrétiens et musulmans côte à côte. C'est ça, le Coran avec l'Évangile, la Bible ensemble. Et aussi, on a vu pendant le moment dur et critique pour les chrétiens de brûler des églises, il y avait beaucoup de musulmans qui ont protégé des églises. C'est vrai, des chaînes humaines devant les églises. Et tous les chefs, comme M. Saman a dit, tous les chefs religieux, les évêques, les prêtres, le patriarche, tous, ils ont dit, on ne répond jamais violence par violence. On garde l'Égypte et on garde notre calme. Et il ne faut pas, parce que leur but, c'est de mettre le feu pour une guerre civile. Et ça ne passe jamais en Égypte. Guerre civile, ça n'existe pas. C'est malheureusement, il y a quelques médias trompeuses qui trompent le peuple. Et surtout, bon, c'est Al Jazeera qui a montré le point négatif de tout ce qui se passe en Égypte. Mais une déformation, selon vous oui, c'était de formation, c'est-à-dire de montrer seulement qui est négative. Mais jamais ils ont montré le point positif. Ce qui se passe, qui est plus positif dans votre pays. Hein. C'est-à-dire il y a de feu. C'est vrai, il y a des gens qui ont mis le feu, mais il y a aussi des gens qui ont protégé. Qui n'ont pas aimé. Et ils ont dit c'est impossible que le frère musulman, même ils ont dit, ils ne sont pas ni frères ni musulmans. Alors vous dites en tout cas que ce climat est encore un peu fragile, que là aussi il faut du temps pour reconstruire. Il faut du temps, il faut beaucoup de patience et en même temps, n'oubliez pas que les chrétiens vivent. Les églises sont ouvertes, ils célèbrent les messes et aussi les activités fonctionnent. Et tout marche. Ce n'est pas de dire que tout est fermé ou il y a... Non, il y a la peur. Et la peur pour tous les Égyptiens. Pas seulement pour nous les Coptes, mais pour tous les Égyptiens, on a peur de l'avenir, on a peur de demain, on a peur, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a peur du terrorisme et tout ça. Mais avec la peur, il y a l'espérance. Et nous, on va traverser cette période dure et difficile, mais ensemble. Et ça prend du temps. On va évoquer aussi la nouvelle constitution qui était adoptée le 18 janvier dernier. Est-ce que c'est une avancée positive, ce texte, pour les chrétiens? Qu'est-ce qui change? Vous parliez tout à l'heure de certains points, notamment de la reconstruction des églises, l'engagement du gouvernement dans ce sens-là. Qu'en est-il du statut des chrétiens? Est-ce qu'ils vont être reconnus comme citoyens à part entière? Oui, ça c'est... D'abord, c'est une constitution, on peut dire, est considérée comme étant la plus longue de l'Égypte. La plus longue. Le texte est long. Oui, c'est vraiment ça. Il compte 247 articles.
Et il y a 8 articles concernent les chrétiens, les citoyens égyptiens. Et ensuite, il y a des articles qui concernent aussi les femmes, de ne pas battre les femmes, de ne pas aussi la femme à l'égalité de l'homme, dans le droit. Une reconnaissance nouvelle de la place de la femme. Pour nous les chrétiens, il y a 8 articles. L'article 3, l'article 50, l'article 53, l'article 46, 74, 180 et 235 et 244. Et ensuite... Qu'est-ce qui est saillant pour les chrétiens? Qu'est-ce qui ressort de ce texte Ce qui sort dans ce texte, que les chrétiens, ils sont citoyens tout entiers en Égypte. Donc ça, c'est ils ont le droit de C'était la grande demande des chrétiens. Voilà. Ils ont le droit de construire leurs églises. Ils ont le droit de pratiquer leur religion, et c'est l'État qui le protège. Et aussi, ils ont le droit aussi d'être présentés dans le Parlement et aussi dans le Conseil dans le conseil locaux, c'est-à-dire des responsabilités politiques. Oui. Et ensuite, il y a qui est très important dans l'introduction, la préambule de la Constitution. Ils ont mentionné la culture générale, c'est-à-dire toute la période de l'histoire égyptienne, la période pharaonique, la période copte et la période islamique. Elle est inscrite dans l'histoire du pays. Tout ça, c'était imaginé dans la préambule. Ils ont dit que l'Égypte a accueilli la Vierge Marie avec son bébé. C'est dit dans le texte. Oui. C'est dit dans le texte. Et ensuite, ce sont les Coptes qui ont défendu l'Égypte devant les attaques de Romains. Et c'est l'Église qui a donné 2 martyrs pour défendre et pour l'Égypte. Donc, tout ça, ça montre qu'ils ont beaucoup de respect pour la chrétienté. Ensuite, ils ont utilisé les maximes qui étaient prononcées par le pape Shenouda, qui est vraiment un mot essentiel qui dit que ce n'est pas nous qui vivons en Égypte, c'est l'Égypte qui vit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Comment vous le Ça veut dire que l'Égypte est une partie de nous, de notre essence, de notre vie. Ce n'est pas un lieu pour habiter ou lieu géographique, mais c'est aussi lieu qui habite dans le cœur, une partie de nous, comme le bébé qui est une partie de sa maman. Vous voyez? Monseigneur, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Une dernière question. On vous sent en tout cas très... optimiste ou animé par l'espérance, vous le disiez, les chrétiens sont dans la confiance. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Égypte? L'avenir de l'Égypte, c'est dans la main des Égyptiens. Et je suis sûr, les Égyptiens qui ont construit les pyramides, les Égyptiens qui ont laissé une civilisation remarquable, que le monde entier est fier de cette civilisation, elles sont capables de construire une civilisation, comme le pape a dit, d'amour et de charité. Et nous, les Égyptiens, nous vivons cet amour et cette unité ensemble, dans la convivialité, dans le moment de la tristesse, dans le moment de joie. On a déjà élevé comme ça. Et l'esprit nouveau, l'esprit qui est rentré dans notre peuple qui est venu, qui était vraiment de l'extérieur de pays étrangers, on va l'expulser, on va le chasser, cet mauvais esprit, pour qu'on revienne comme nous étions égyptiens, main dans la main, chrétiens avec musulmans, et aucune distinction entre les Égyptiens, ni par la religion, ni par la race, ni par le sexe. Merci beaucoup, Monseigneur Chafik. Alors, je signale une messe qui sera célébrée dans votre église Notre-Dame d'Égypte à Paris. Ce sera le dimanche 23 mars à 11h. Messe célébrée par le patriarche copte catholique d'Alexandrie, sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak. Et puis, un dernier mot aussi, une exposition de photos qui se trouve à Paris, dans la galerie Fête et Cause. Exposition sur les victimes de la Révolution en Égypte. Pour leur rendre hommage, le photographe Denis Dailleux a choisi de montrer le visage des disparus et ceux de leurs parents. Elle se poursuit, cette exposition, jusqu'au 15 mars. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site KTO
tv.com. Et puis c'est tout nouveau sur vos smartphones, sur la nouvelle application KTO qui vient d'être lancée. Très bonne semaine à tous, au revoir.